Aujourd'hui, l'État du Sénégal va renégocier le contrat avec la CK-Senac pour pouvoir acquérir 25% du capital de l'entreprise française concessionnaire de l'autoroute à péage. Qu'est-ce qui va changer? On va le découvrir dans quelques minutes. Mais au-delà du gros coup de pouce à l'économie nationale, les usagers espèrent une réduction des tarifs de l'autoroute à péage et d'autres demandent un transfert de technologie. Abdourahmane Ly avec Cheikh Ougaïa. Avec plus de 840 millions de dollars pour la première phase, c'est le plus important investissement privé de l'histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest avec un tirant d'eau de 18 mètres. L'État sera actionnaire dans la société concessionnaire et il l'est désormais pour les autoroutes à péage. Mieux vaut tard que jamais, le co-coordonnateur du collectif des usagers de l'autoroute à péage apprécie, dit-il, cette avancée. Un actionnariat qui va permettre à l'État du Sénégal d'avoir un œil sur la gestion de l'autoroute en tant que copropriétaire de l'infrastructure routière. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a décidé d'entrer dans le capital à hauteur de 25%, lui permettant ainsi d'entrer dans l'actionnariat, mais aussi d'être parmi parties prenantes dans la supervision de ce qui se passe dans la concession. Deuxièmement, on a vu que le tarif qui était de 1000 francs le mètre carré est symbolique annuellement pour l'autoroute à péage, va être fixé à 800 millions l'an, indexé au chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est une bonne avancée. Nous nous félicitons de ce qu'on a entendu en attendant de voir encore la signature de ce contrat-là se matérialiser, de cette renégociation-là. El Hadj Khassim Diop emprunte au moins 2 fois par jour l'autoroute à péage pour allier Thiès, comme ce taximan qui fait la navette entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne. Tout ce qu'il souhaite, c'est la réduction des tarifs qu'il juge exorbitants. Maintenant, nous, ce que nous attendons, c'est au moins que nous en tant qu'automobilistes, de diminuer les tarifs encore afin quand même de pouvoir alléger la circulation vers l'autoroute à péage. Vu que les tarifs sont excessivement chers, nous, ce que nous attendons, c'est ça, c'est la diminution des tarifs. Autoroute à péage, vraiment, dafa cher quoi, cher trop. Au moins 5 fois dinaa ko dem ci yoon bi aller-retour waaw au moins 4 fois yoon bu nekk daal aller-retour bi daal danaa fay 4000. Par ailleurs, le collectif des usagers espère un transfert de technologie. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont dans le servicing, dans l'entretien de l'autoroute à péage sont des entreprises françaises ou des sous-traitants français ou des entreprises satellites qui appartiennent à Eiffage, ce qui peut créer un cycle vicieux où l'entreprise s'autofacture et peut surfacturer les coûts et les diminuer à la fin pour réduire le bénéfice net. Ce que nous, on exige aujourd'hui aussi, c'est que autant on parle de contenu local dans le secteur minier ou dans le secteur pétrolier, c'est que la concession elle-même, qu'on exige que les entreprises qui entretiennent l'autoroute à péage et le transfert de technologie qui doit se faire, se fasse à partir de maintenant pour que ces revenus-là puissent rester entre les mains des Sénégalais. Et ça, pour nous, c'est très important. Une attente tout à fait légitime si l'on part du principe que l'État représente le peuple sur la table de décision, martèle ce professeur en économie à l'UCAD. Abdoulaye Seck fait savoir que les ressources additionnelles obtenues par l'État dans le cadre de ce partenariat public-privé pourraient lui permettre d'investir dans d'autres secteurs à redresser. L'État, si vous voulez, dans une logique de rentabilisation des fonds dont il dispose, pourrait effectivement chercher à être présent dans le capital des structures productives. Donc cela veut dire que si l'État maintenant s'insère dans ce capital, c'est tout simplement un moyen de rentabiliser davantage les fonds dont il dispose. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que les revenus additionnels qui pourraient venir de l'exploitation, que l'État puisse avoir une part qui sera proportionnelle je veux dire, à ses droits de propriété. Et ces revenus additionnels pourraient effectivement rentrer dans les caisses de l'État et autoriser, si vous voulez, des dépenses additionnelles, combler par exemple certains vides en termes de déficit. Un avantage, certes, mais qui serait plus perceptible aux yeux du co-coordonnateur du collectif des usagers de l'autoroute à péage si l'Assemblée nationale avait été mise au cœur de ces négociations.
Merci beaucoup Abdelrahmani pour ce reportage. Et notre invité, donc fraternellement ce soir, Bachir Fofana, bonsoir. Bonsoir Adam. Alors vous êtes journaliste et aussi membre du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. C'est une décision que nous avons, vous l'attendiez, c'est arrivé pile à l'heure. La renégociation du contrat entre l'État du Sénégal et Sénac, oui. Vous applaudissez des deux mains. Oui, nous applaudissons, nous encourageons, nous félicitons les autorités, les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, parce que revoir ce contrat faisait partie de ce qu'on appelait des demandes sociales. Autant nous pouvions demander à avoir accès à l'eau, à l'électricité, autant nous sommes arrivés à la conclusion que les conditions d'attribution de ce contrat de concession de 30 ans, il faut le dire, parce que la concession a démarré en 2009 oui. et est censée se finir en 2039. Donc les conditions étaient très en défaveur du citoyen et de l'État du Sénégal. Donc il fallait le renégocier. L'État du Sénégal qui demande l'ouverture du capital et qui réclame 25%. Oui, il faut d'abord dire que l'État du Sénégal aurait dû entrer dans ce capital depuis 2014. Parce que selon les clauses du contrat, l'État aurait dû faire jouer cette clause et entrer dans le capital depuis 2014. Et c'est maintenant seulement qu'ils le font. Et effectivement, après, on se rend compte que pour nous-mêmes, 25% du capital de cette société concessionnaire, c'est très peu. Parce que vous ne pouvez pas avoir mis 380 milliards sur le tronçon Dakar-Diamniadio et que sur ces 380 milliards, vous, État, à travers le budget d'investissement, c'est-à-dire ce que vous avez prélevé sur moi et sur vous, sur vos techniciens en termes d'impôts, ce qui a été emprunté et qui hypothèque les générations futures, etc. Et tout ça, ce qui représente à peu près 319 milliards sur les 380. Le concessionnaire ne met que 61 milliards ou 62 et vous lui donnez 100% du capital d'exploitation de cette autoroute. C'était une aberration. À titre juste de comparaison, prenez aujourd'hui le port de Ndayane dont on parle. Oui. On nous dit que ce sera un investissement de 840 millions de dollars et l'État aura 40% du capital de la société d'exploitation. Donc pour nous, les 25%, c'est le minimum, mais on aurait pu, on devrait même aller plus que cela. Mais donc on peut dire que c'est une erreur dès le départ, dès la signature du contrat initial. Oui, on peut le dire effectivement, parce que ce qui est constant, c'est que, bon, c'était les premiers contrats PPP. Qu'on a si vanté. Qu'on avait vanté et qu'on s'est rendu compte finalement qu'ils ont été très mal négociés. Parce qu'il y a eu beaucoup de clauses dedans qui sont des clauses très en défaveur de l'État du Sénégal ou du citoyen et qu'il va falloir revoir. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur le calcul du trafic, par exemple, on calculait un trafic journalier de 30 000 à 40 000 véhicules jour. Aujourd'hui, on parle de 100 000 à 120 000 véhicules jour. Donc, ne serait-ce que le trafic, il a littéralement explosé. Et la preuve, vous voyez sur l'autoroute, on a augmenté des gares de péage parce qu'il fallait à un moment donné absorber tout ce trafic qui arrive. Donc ce contrat avait été mal négocié. Donc c'est l'État même qui avait mal négocié ce contrat. C'est le même État aujourd'hui qui revient pour revoir les clauses du contrat. Nous, en tant que citoyens, on ne peut qu'applaudir et soutenir cette démarche parce qu'en espérant effectivement qu'on en sortira avec un contrat plus équilibré et pour lequel l'État du Sénégal, les citoyens que nous sommes, nous allons nous retrouver. Mais on sait qu'il n'y a pas de décision sans controverse. Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut dire que l'État du Sénégal s'est peut-être rendu compte que le contrat était en défaveur du Sénégal et qu'il a un peu tordu la main quand même à la société française en charge de l'exploitation de l'autoroute à péage? Oui, parce que cette décision, quand même, il faut dire qu'elle s'est obtenue à travers ce qu'on appelle le fait du prince. Donc le fait du prince, c'est quoi? C'est une décision unilatérale prise par un gouvernement dans le cadre d'un contrat. Cela veut dire quoi? Bon, nous, dans notre lecture, on se dit si on arrive à parler de fait du prince, c'est parce que le concessionnaire ne voulait pas négocier. Si le concessionnaire avait accepté de venir s'asseoir sur la table négocier, certainement que nous ne serions pas dans cette disposition à lui forcer la main, justement. Mais effectivement, si on arrive à lui forcer la main, c'est parce que le contrat est très en désavantage par rapport à l'État. Un exemple, cette année 2019, le concessionnaire avait prévu 103 milliards de recettes. Il se retrouve avec 143 milliards de recettes. Donc, voyez-vous, 43 milliards de plus-value par rapport aux estimations ou aux prévisions de base. Et ces 43 milliards, si nous étions dans le capital, on aurait peut-être 25% de ces 43 milliards. Et imaginez, avec cet argent, avec ce montant, qu'est-ce que pouvait être réalisé ailleurs en termes d'infrastructures de santé, en termes d'infrastructures scolaires, etc. Donc rien qu'aujourd'hui, par exemple, sur la réévaluation de la location sur le foncier,
Et on se rend compte qu'on a perdu 8 milliards sur 10 ans d'exploitation de l'autoroute. Oui. Donc 8 milliards, c'est combien de salles de classe? 8 milliards, c'est combien de centres de santé? 8 milliards, c'est combien d'hôpitaux? 8 milliards, c'est combien de routes revêtues? 8 milliards, c'est combien de jeunes qui sont financés au moment où on parle d'immigration clandestine, etc. Donc, voilà toutes sortes de questionnements qui poussent les citoyens à se dire, mais écoutez, il va falloir qu'on revoie ça. Et c'est heureux qu'on le fasse maintenant. On aurait espéré ou on aurait aimé l'avoir, cette renégociation, un peu plus tôt. Mais comme on l'a aujourd'hui, donc forcément il y aura la polémique, mais nous on s'en satisfait pour l'instant. Et maintenant que l'État va acquérir 25% du capital, à quel changement au plus réel devrait-on s'attendre selon vous? Bon, dans un premier temps, peut-être on pourrait s'attendre à un changement dans le management de la société ou dans la concession. Il y a un représentant de l'État du Sénégal. Il y aura forcément un représentant de l'État du Sénégal. Et peut-être même il y aura un représentant de l'État du Sénégal dans l'administration au quotidien de cette autoroute. Ce ne sera plus seulement le concessionnaire qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première chose. Et dans l'élément qui vient de passer tout de suite, mon collègue Cheikh Oumar le disait, nous espérons également qu'il y aura un transfert de compétences parce qu'il ne sert à rien de reprendre cette autoroute, il ne sert à rien de rentrer dans le capital sans pour autant que nous puissions nous-mêmes demain pouvoir gérer par nous-mêmes cette autoroute et d'autres infrastructures de même nature. Et troisièmement, la sous-traitance. Il faudrait que les Sénégalais ou les entreprises sénégalaises puissent se retrouver dans cette exploitation. Donc tout ça. Donc ça, premièrement, du point de vue de la gouvernance. Il y aura plus de lisibilité, plus de transparence, plus, de compréhension de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. D'autant que la société gestionnaire, concessionnaire est très critiquée dans sa gestion. Exactement. Après, deuxièmement, on arrivera peut-être à revoir les termes du contrat dans le partage de recettes. Un contrat qui n'a toujours pas été publié. Qui n'a toujours pas été publié, effectivement, et que dont nous avons toujours demandé la publication, et en espérant effectivement que le nouveau contrat renégocié fera l'objet de publication, parce que ça, c'est une exigence communautaire. Il ne faut pas oublier que depuis 2012, le Sénégal a ratifié un certain nombre de textes de l'UEMOA qui demandent à ce que tous les contrats rédigés au nom et pour le compte des citoyens soient rendus publics pour que ceux-ci puissent s'en saisir. Donc, nous espérons cela. Le rééquilibrage du contrat, par exemple, aujourd'hui, il ne sert à rien de prendre toutes les charges, les faire porter par l'État et pas par les deux parties, parce que nous sommes dans un terme trivialement wolof qu'on appelle du BCDO, mais quand on est dans le BCDO, on se partage les risques, on se partage les charges. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse supporter tout et que l'autre ne supporte rien. Donc, nous devrions arriver à un rééquilibrage du contrat et à une renégociation de certaines conditions, etc. Et maintenant, à l'entrée du Sénégal, des représentants de l'État du Sénégal dans la gestion au quotidien et au conseil d'administration. Après, nous espérons également que les communes traversées par l'autoroute, parce que de la Padoua jusqu'à l'aéroport, il y a énormément, une dizaine de communes qui sont traversées par l'autoroute. Ces communes ont été négativement impactées par cette autoroute. Nous espérons aussi que ces communes devraient elles aussi bénéficier des retombées de cette autoroute et pourquoi pas leur céder quelques actions pour qu'elles puissent pouvoir satisfaire aux besoins de leurs concitoyens. C'est un autre combat. C'est un autre combat, effectivement. Mais là, avec tous ces changements en vue, est-ce qu'on peut dire que c'est à l'avantage de Eiffage? Bon, vous savez, aujourd'hui, dans une négociation, il va falloir que chacun lâche du lest. Mais pour moi, Eiffage n'a pas intérêt à rentrer dans une situation de bras de fer. Un contentieux. Un contentieux avec l'État du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Eiffage est présent dans d'autres secteurs. L'on parle aujourd'hui, par exemple, de cette entreprise qui est en train de réaliser les plateformes pétrolières et gazières qui vont exploiter notre pétrole et notre gaz. Donc, c'est une entreprise très présente au Sénégal. Donc, forcément, il va falloir que cette entreprise fasse jouer le réalisme économique pour comprendre qu'être en bras de fer avec l'État du Sénégal, ce n'est pas dans ses intérêts. Et que bon, maintenant, nous aussi, les citoyens sont assez alertes pour ne plus respecter ou ne plus accepter que des entreprises étrangères viennent ici, agissent comme des colons, font ce qu'ils veulent, prennent tout l'argent et nous laissent avec de la misère. Donc ça, c'est fini. Comme on dit, nous n'avons pas le complexe de la colonisation. Nous sommes nés après la colonisation. On n'a pas peur de les regarder et de leur dire, mais écoutez, ce que vous faites, c'est pas bien et il va falloir qu'on arrête ça. Donc aujourd'hui, c'est pas
dans l'intérêt du président de la République de privilégier une entreprise contre 16 millions de Sénégalais. Donc c'est aujourd'hui au président de la République de prendre les décisions qui s'imposent pour que justement les Sénégalais que nous sommes se retrouvent dans ce contrat et qu'ils l'acceptent effectivement. Et pour ça, que le concessionnaire ne soit pas content, désolé de le dire, mais on va dire tant pis, mais que les Sénégalais soient contents, c'est ce que nous souhaitons nous. Et les Sénégalais, justement, vous avez suivi dans ce reportage des usagers qui réclament une réduction des tarifs du péage. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à une nouvelle réduction des tarifs? Bon, vous savez, déjà, il faut dire que sur le tronçon AIBD, Patte-d'Oie AIBD, il y a eu 1000 francs de baisse sur le tarif. C'était en 2018. Oui, et ces 1000 francs ont été obtenus, c'est le lieu de le dire, non pas parce que le concessionnaire avait accepté de baisser les tarifs, mais parce que l'État du Sénégal a renoncé à des recettes sur le péage. Donc voilà comment on avait obtenu ces réductions. En quelque sorte, quand vous prenez l'axe Diamniadio-AIBD, sachez que l'État a subventionné à votre place. Donc c'est ça. Maintenant, il n'y a que sur le tronçon Patte-d'Oie, Diamniadio, le tronçon le plus utilisé, les usagers que nous sommes attendons encore une baisse du tarif. Ça, c'est vrai. Mais après, Adama, il va falloir qu'on essaie aussi de trouver le juste équilibre entre baisser les tarifs et finir par faire de cette autoroute des embouteillages constants. Mais on a déjà. C'est comme sur la route nationale. On l'a déjà, effectivement. Donc la solution, peut-être, il s'agirait d'élargir encore, parce qu'il y a de l'espace de part et d'autre sur l'autoroute, d'élargir encore pour avoir de nouvelles voies pour capter plus de trafic. Mais ce qui est constant, c'est qu'à l'heure actuelle, nous espérons cette baisse, nous la voulons, nous souhaitons et nous pensons que c'est possible. Mais derrière, il y a un équilibre financier qu'il va falloir essayer de trouver entre justement la satisfaction de cette demande citoyenne et permettre à l'infrastructure d'avoir un haut niveau de service nécessaire à mesure de faire face à ces charges et justement de pouvoir également rembourser ces dettes. Mais l'un dans l'autre, nous citoyens, nous usagers, nous attendons encore une baisse sur le tronçon Patte-d'Oie, Diamniadio. Un mot sur l'étude réalisée par l'étude d'évaluation socio-économique et environnementale de l'exploitation de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, AIBD. L'étude qui a été initiée par l'Ex-Africa en collaboration avec votre collectif, qui a mis à nu énormément de désavantages de ce contrat. Et selon des experts qui faisaient partie de l'étude, le seul moyen pour l'État du Sénégal d'avoir une main mise serait peut-être de gérer tout ce qui est élargissement, construction ou embellissement, et la Sénac devrait tout simplement se limiter à l'exploitation. Oui, vous savez, c'est ce que disait tantôt Cheikh Oumar Sy. Aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple de l'éclairage. L'entreprise prend une entreprise satellite de Eiffage ou une entreprise française pour réaliser l'éclairage. Après, c'est cette entreprise qui facture ses coûts et ces coûts sont déduits des charges du bénéfice net après se partager. Donc aujourd'hui, nous pensons, après cette étude, comme vous dites, parce que cette étude, elle a été réalisée en appui avec la Fondation Heinrich Bolt et l'Ex-Africa pour le compte du collectif. Et l'étude a montré beaucoup de disparités. Et cette étude, nous, aujourd'hui, nous l'avons soumise au gouvernement comme contribution aux renégociations. Parce que nous sommes venus leur dire, nous avons été reçus par le ministre Mansour Faye, on leur a dit, monsieur le ministre, voici notre contribution sur les renégociations pour que vous voyez sur quel aspect il va falloir revoir les termes du contrat. Donc effectivement, l'une des recommandations qui en découle, c'est que justement, tout ce qui est élargissement, embellissement, entretien ne soit plus géré par l'exploitant, parce qu'effectivement, c'est des coûts que l'exploitation rajoute à ses charges pour diminuer les bénéfices de l'État. Merci beaucoup, Bachir Fofana. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. La suite de la totale dans un instant. Dans Coin Éco aujourd'hui, le président sénégalais Macky Sall et son homologue de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara se disent plutôt favorables au relèvement du plafond d'endettement fixé à 70% au sein de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Quelles en seraient les conséquences dramatiques aux yeux du fiscaliste Dr Abdoulaye Niane? Il rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Macky Sall lui-même demandait l'annulation pure et simple de la
la dette africaine. Et il y a aussi l'économiste Dr Abdoulaye Ndiaye qui suggère la mise en place de réformes structurelles pour rapidement mobiliser des ressources. Le dossier de Coin Éco réalisé par Mme Abdoulaye Kassé. Beaucoup de chefs d'État de l'Union économique monétaire ouest-africaine, dont Macky Sall du Sénégal, ont exprimé leur vœu de voir le plafond d'endettement au sein de l'organisation sous-régionale être relevé. Celui-ci est de 70% pour l'heure. Cette volonté en trahit une autre, celle de voir les institutions de Bretton Woods et les bailleurs multilatéraux éponger la dette africaine. Pour ce fiscaliste, c'est une démarche incohérente et paradoxale. Vous ne pouvez pas montrer aux créanciers du monde entier que vous ne pouvez pas supporter la dette actuelle et leur demander et leur tendre la main pour s'endetter encore. Sinon, si on s'endette, ce sera à des taux très élevés, hein, des taux qui vont pénaliser nos finances publiques. Parce que les gens n'auront pas intérêt à nous prêter puisque nous ne serons pas des débiteurs crédibles. D'ailleurs, la notation du Sénégal s'est affaibli cette année dernière de modéré à faible. Hein? Donc on a une note quand même qui s'est dégradée. L'encours de la dette publique totale du Sénégal a connu une hausse exponentielle de 11% en 2020 comparé à 2019. L'endettement du pays est estimé à 9 000 milliards de francs CFA, soit 64% du PIB. Effectivement, l'augmentation du seuil de l'UMOA n'est pas la solution, renchérit ce professeur d'économie et spécialiste des politiques publiques à l'Université de New York. Une augmentation conséquente de la dette en 2021 mettrait encore plus de pression pour une plus large augmentation de la dette en 2022, en 2023, jusqu'à ce que la crise sanitaire soit résolue. Et ceci pourrait mener à des niveaux d'endettement qui peuvent être insoutenables. Les pays de l'UMOA ont une fiscalité très réduite qui soutient les finances publiques. Rien que sur cette base, Dr Niane estime qu'ils ne peuvent s'endetter jusqu'à un certain niveau. Revenant au cas concret du Sénégal, il parle d'une mauvaise utilisation des fonds empruntés. On a vu que l'endettement a financé ces dernières années des infrastructures sur Diamniadio et autres qui sont très mal négociées, qui sont très chères et qui ne sont pas toujours très productifs ni compris par les Sénégalais. Mais nous répétons que effectivement, c'est une perspective qui n'enchante guère les Sénégalais, surtout si on doit s'endetter encore un peu plus. Et dire que des mesures palliatives à la contraction de dette existeraient pourtant. Elles seraient moins coûteuses et plus profitables aux populations. Nous suggérons plutôt de mettre en place les réformes structurelles qui vont faciliter la mobilisation de ressources locales, comme la formalisation de la grande entreprise informelle et la petite activité commerciale informelle. Et bien entendu, suivre avec attention et accélérer la résolution de la pandémie. Le véritable enjeu, selon ces économistes, est d'avoir une politique monétaire et financière crédible, axée sur les secteurs générateurs de revenus et pourvoyeurs d'emplois. Augmenter le plafond de la dette reviendrait alors à retarder l'entrée en vigueur de la monnaie commune ECO, car étant l'un des critères de convergence que les 8 pays de l'UMOA doivent scrupuleusement respecter. Alors, le coin éco de la totale de ce dimanche se penche donc sur la question de la dette. L'État du Sénégal a régulièrement puisé dans ses ressources pour soutenir les efforts de résilience de la nation. Une seconde vague de contamination au coronavirus très redoutée risque d'exposer notre pays à un endettement massif. Bonsoir, Mamadou Ndiaye. Bonsoir, Adama. Alors, votre invité ce soir, Dr Mor Gassama, économiste et chercheur à l'INSEPS de l'UCAD. Bonsoir. Bonsoir. Et vous allez justement parler de ce sujet sensible et préoccupant à la fois, la question de la dette, une crise qui affecte durement les finances publiques. Oui, tout à fait. Et donc nous avons un spécialiste de la microfinance, mais qui est également un chercheur sur des questions liées effectivement à l'endettement du pays. Donc, docteur, vivons-nous une crise de la dette au Sénégal en ce moment ? Je pense que ça va être difficile de le dire du moment où, jusqu'au moment où je vous parle, le Sénégal quand même respecte les critères définis par l'UEMOA, à savoir être donc en dessous des 70% du PIB, parce que la dette du Sénégal qui est estimée à 9 176 milliards donc représente environ 64%. Donc on reste toujours donc dans les normes. Maintenant, ce qu'on peut-être on a pu constater est que même les FMI avaient alerté il y a quelques mois de cela
c'était peut-être le rythme qui était un peu accéléré. Si vers 2012, comme ça, le taux tournait autour de 42%, en moins de 10 ans, vous avez vu que ça a augmenté de plus de 20%. On est passé presque de 42 à 60-64%. Voilà. Alors, la dette gonfle à cause justement des investissements qu'il faut nécessairement réaliser. Mais est-il nécessaire de s'endetter? Oui, dans la plupart du temps, ou dans la plupart des pays du monde, on s'endette d'abord pour compléter le budget, parce que souvent les budgets sont déficitaires. Donc, notamment cette année. On peut même dire chroniquement déficitaire. Oui. Pour cette année, par exemple, le budget du Sénégal compte un déficit de 1363 milliards. Autrement dit, il faut aller les trouver. Il faudrait aller les trouver. Et où est-ce qu'on va aller les trouver? Sur le marché, mais aussi chez les partenaires au développement, voilà, les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Notre État a-t-il une signature réelle, crédible, pour pouvoir peut-être aller vers justement ces institutions-là? Oui, la signature du Sénégal reste toujours quand même, en tout cas très crédible. C'est pourquoi, en tout cas, nos autorités n'ont pas du mal quand même à lever des fonds au niveau du marché, mais aussi au niveau international. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque vous avez un budget et qu'il y a donc un déficit, il faudrait le compléter. En dehors de cela aussi, il faudrait voir donc plus loin, en passant au plan de relance où on devrait chercher pratiquement près de 9 000 milliards aussi pour financer donc notre économie. Oui, ça prête même à sourire. Mais l'idée des emprunts, de contracter des dettes, est-ce qu'on ne peut pas un jour se réveiller et se dire on en a plus besoin? Finalement, on vit avec le peu qu'on a, mais quand même on vit sobrement et on vit à l'équilibre. Il y en a certains qui pensent ainsi. Si vous prenez l'exemple d'un pays comme la France ou l'Allemagne, les gens sont allés jusqu'à institutionnaliser ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire un budget équilibré. Total recette égale total dépense. Mais il se trouve que souvent les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Et en plus de cela, le budget, de la manière dont il fonctionne, il est même très difficile de ne pas emprunter, puisque les recettes tombent à compte-gouttes. Alors que les dépenses, il faudrait les effectuer. Donc l'État souvent emprunte pour financer ses activités autres, et lorsqu'il reçoit son argent, il rembourse ses dettes. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de financer les investissements sans contracter des dettes? On peut diversifier, mais en réalité, parce que l'État peut créer de la monnaie, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Non, on recommande pour l'État, lorsqu'il veut financer son dossier budgétaire, de s'adresser au marché, marché monétaire ou au marché financier, pour la seule et simple raison que l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur son déficit budgétaire. Autrement dit, le déficit du budget de l'État ne dépend en réalité que de la volonté des autorités gouvernementales dans le cadre de la politique budgétaire. La preuve, vous avez vu avec la crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique que nous sommes en train de vivre actuellement. L'État a engagé beaucoup de dépenses. Et tout ça, c'était vraiment à la volonté du gouvernement. Donc, vous imaginez si l'État devait donc tout créer, donc ça devrait quand même poser un peu de problème. Donc, c'est pourquoi on conseille très fortement à l'État, s'il veut financer son déficit, de s'adresser au marché monétaire ou marché financier. Voilà, le marché monétaire, c'est le marché où s'échangent les titres à moins, donc à court terme. Et le marché financier, c'est là où on s'échange des titres à moyen et long terme. Donc, lorsqu'on veut financer certains grands projets, souvent on a besoin de ressources longues. Donc on peut s'adresser surtout au marché financier. J'aimerais rebondir sur le sujet qui a été réalisé tout à l'heure par Mme Abdou-Gaye Kassé. Le plafond, la dette au sein de l'UEMOA a plafonné à 70%, et des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui demandent le relèvement de ce plafond d'endettement-là. Il y a quelques jours, Macky Sall disait en fait qu'il s'agissait d'un leurre, puisque les pays qui sont derrière cette consigne, les États-Unis ou la France par exemple, ont largement dépassé leur seuil d'endettement. Est-ce que ça sera facile pour ces pays-là, membres de l'UEMOA, de creuser le plafond? Exactement. Oui, ce que le président avait dit, donc il a parfaitement raison. Ces pays, leur niveau d'endettement dépasse les 100%. Oui. Par contre, la signature n'est pas pareille. Parce que si vous prenez un pays comme la France ou les États-Unis, où vraiment les agences de notation les donnent donc, des accords de la note donc AAA,
Parce que c'est en fonction de cette notation, de la robustesse de l'économie, où vraiment on peut sortir des fonds facilement à des taux très faibles. Voilà. Le niveau n'est pas pareil. C'est pourquoi chez nous, il faudrait vraiment encadrer. Déjà, la gestion des deniers publics pose problème. Le niveau démographique jusqu'à présent pose problème. Donc, si on laisse faire, on ne met pas de garde-fous, parce que c'est la voie ouverte à toutes les dérives. Donc, avec le temps, ça viendra. Mais je pense que pour l'instant, nous devons surtout continuer à travailler et surtout à avoir des institutions fortes. Parce que c'est ce qui nous empêche, ce qui nous pose beaucoup de problèmes dans la gestion des deniers publics et surtout dans la réduction des comptes. Docteur, est-ce qu'on peut s'endetter et sortir de la pauvreté? C'est l'idéal d'ailleurs, parce que l'endettement est censé avoir un effet positif, si toutefois il est bien utilisé. Voilà. Lorsqu'on s'endette pour construire des routes, des autoroutes, parce que là on est en train d'améliorer la mobilité urbaine, lorsqu'on s'endette pour investir dans la formation, dans l'éducation, on est en train donc d'améliorer ce qu'on appelle d'investir dans le capital humain, ce qui va donc améliorer la productivité. Et dans tout ce que je viens de citer là aura faire un impact positif sur la croissance économique. Voilà. Donc, si on s'endette, effectivement, ça aura un impact positif donc, sur la croissance économique. Par contre, si on s'endette uniquement pour financer des dépenses de prestige, ou encore des grands travaux avec des surfacturations qui dépassent l'entendement, c'est sûr et certain que ce n'est pas demain la fin de la pauvreté. Oui, j'ai envie de demander également, mais qui paye la note finalement? Tout le monde, hein, vous et moi, tout le monde, parce qu'en réalité, l'État c'est tout le monde. Hein. Voilà, un État qui s'endette, c'est les générations présentes. Si elles n'arrivent pas à tout payer, c'est les générations futures qui vont s'engager. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de paradoxe? S'engager au nom des générations futures qui elles-mêmes vont avoir peut-être leurs propres besoins, est-ce que ça n'est pas un peu une sorte de déni de réalité, quoi? D'où l'importance du développement durable, cette notion de développement durable, qui nous renvoie, qui nous rappelle que les générations présentes doivent produire, doivent toujours exploiter les ressources et autres, mais en aucun cas leurs gestes ne doivent mettre en péril les générations futures. Pourquoi donc les États peinent à honorer leur engagement auprès justement des entités contractantes? Voilà, parce que souvent aussi les gens peuvent faire face à des imprévus. Hein. Si vous prenez ce que nous sommes en train de vivre actuellement, parce que beaucoup d'États en tout cas souffrent, hein, ou encore continuent à souffrir dans les années à venir, parce que simplement on traverse une situation extrêmement difficile. Voilà. Maintenant aussi, on peut toujours vouloir, on peut avoir la volonté donc d'aller de réduire le déficit pour ne pas s'endetter. Malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Et en plus, ça dépend même de la nature de l'État. Parce que vous savez, l'État, sa fonction principale, ce qui l'intéresse le plus, c'est surtout d'améliorer le bien-être de la collectivité nationale. Autrement dit, tout acte que l'État pose du matin au soir, si vous voulez, du 1er janvier au 31 décembre, doit aller dans un seul et unique sens. C'est améliorer le bien-être de la collectivité nationale. Maintenant, si vous pensez qu'en creusant le déficit d'un demi-point, ça aura un impact positif sur la population, vous n'allez pas hésiter. Donc il y a un bon endettement et un mauvais endettement. C'est ça, je confirme. Tout endettement qui permet de réduire la pauvreté, qui permet en tout cas d'investir dans le capital humain, est un bon endettement. Par contre, si c'est uniquement pour assurer des dépenses de prestige, ça c'est un endettement à bannir. Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la dette constitue une menace pour les entreprises d'abord, mais en même temps aussi pour les ménages qui voient le pouvoir d'achat diminuer et qui voient également les taux d'intérêt augmenter de façon inconsidérée? Ça dépend, hein, parce qu'en réalité, lorsque l'État s'endette, il peut toujours continuer en tout cas à honorer ses engagements à travers ses recettes. Maintenant, si le besoin se fait sentir, peut-être on peut penser à la pression fiscale. Voilà. Et tel peut ne pas être le cas, parce qu'on peut aussi penser à l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça veut dire que ça n'aurait pas d'impact, en tout cas sur les entreprises. Maintenant, les entreprises ont besoin elles-mêmes de s'endetter. Parfois aussi, elles peuvent être victimes d'endettement, surtout de l'État. Là, on peut insister sur ce qu'on appelle la dette publique ou la dette intérieure. Parce que si la dette intérieure est très lourde, ça va étouffer
étouffer les entreprises et au-delà l'économie dans sa globalité. Alors, nous vivons un contexte particulier, une crise sanitaire mondiale inédite, la pandémie de Covid-19. On sait qu'elle a affecté notre économie ou nos économies. Est-ce que cette crise sanitaire pourrait constituer ou constitue déjà une menace pour nos pays, surtout ouest-africains, de s'endetter encore plus? Oui, parce que déjà, on a vu que avec l'arrivée de la crise sanitaire, a automatiquement débouché sur une crise économique, puisqu'à un certain moment, les États avaient pris quand même certaines décisions qui consistaient à arrêter pratiquement le fonctionnement de l'économie, parce que si on ferme les aéroports, on ferme donc les écoles et autres, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, ce qui fait que les recettes attendues ont été revues à la baisse, mais au-delà aussi les projections de croissance. Un pays comme le Sénégal, qui avait établi un taux de croissance de 6,8% en 2020, a vu ce taux descendre jusqu'à 0,7%. Ça veut dire que effectivement, c'est une crise quand même qui a été très dure. Et on ne sait pas encore, puisqu'avec l'arrivée de la deuxième vague, on ne sait pas si les choses vont s'arrêter ou bien si... Voilà, parce que les décisions continuent à tomber chaque jour. On voit qu'il y a de nouvelles décisions qui tombent et qui ont toujours des décisions qui tombent et qui ont des conséquences sur les agences économiques. Tout à fait. Alors, parlant d'agents économiques, docteur, il y a des Sénégalais acteurs de l'économie qui ne s'endettent pas, qui génèrent leurs propres moyens, mais qui fonctionnent en dehors des banques et en dehors des institutions de placement. Ces Sénégalais sont-ils normaux? Oui, on peut dire, parce et ils prospèrent que en plus, chacun, parce que souvent, si on a la possibilité de s'endetter, ça peut développer ses activités. Oui. Maintenant, en matière de projet, il y a deux types de financement. On peut se financer par emprunt ou sur fonds propres. Comme aussi, on peut combiner les deux. Voilà, si on a de quoi financer son projet, je pense qu'on n'a pas besoin de s'endetter. Voilà. Après, maintenant, si on revoit les choses à la hausse, ou on a plus d'ambition, rien n'empêche donc de s'endetter. Si on a un projet fiable et viable, un projet qui est rentable, ça veut dire que c'est les ressources générées par le projet qui permettent de prendre en charge les frais liés à la dette. Ça veut dire que ça ne devrait pas causer de problème en principe. Juste une question pour taquiner et puis remettre la main. Est-ce qu'un Sénégalais endetté dort du sommeil du juste? En tout cas, ce n'est pas facile. Si on s'endette en fonction de ses moyens, ça ne pose pas de problème. Alors, si on est surendetté, c'est là où vraiment ça peut perturber le sommeil. C'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Adama. Donc, nous avions notre docteur... Merci Mamadou Ndiaye et à son invité également. Et c'est actuellement la tendance mondiale, les spectacles en ligne. Plusieurs artistes sont maintenant obligés de s'aligner aux nouvelles technologies pour continuer à exprimer leur art. Il faut savoir aussi que ces concerts en ligne rapportent pas mal d'argent à ces artistes. Et voici donc le récit de Boubacar Dieng. Des concerts en ligne, et oui, en lieu et place de concerts physiques,
Les amoureux de la musique se contentent de regarder leurs musiciens préférés en ligne. Une nouvelle loi dictée par la pandémie de Covid-19, les concerts à distance, une nouvelle offre de spectacle, nouveau ressort du spectacle vivant. Suite à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement, l'industrie de la musique a été sérieusement impactée et doit maintenant se repenser. Depuis le confinement, on voit se développer les concerts en live streaming. Nous avons déjà vu pendant le confinement de nombreux artistes réaliser des lives pour soutenir le personnel soignant et réconforter les confinés. C'est le cas de l'énorme concert caritatif One World Together at Home, créé par Lady Gaga et sponsorisé par Global Citizen et World Health Organization. Plus de 70 artistes ont joué pour les 8 heures de diffusion en ligne, dont les chanteuses francophones Angel et Christine and the Queens. Cet événement présente plus de 40 millions de vues sur les différents réseaux sociaux où il était diffusé. Les concerts à distance sont perçus comme un moyen de minimiser les conséquences professionnelles et culturelles liées à la crise sanitaire. Coronavirus, fermeture des salles, concerts à distance, la bonne idée. Au Sénégal, le 31 décembre, deux grandes figures de la musique sénégalaise ont rivalisé de prestations, Wally Seck et Youssou Ndour, chacun essayant de remporter le plus de vues sur Facebook et YouTube. Alors, de la musique dans la totale de ce dimanche, ce n'est pas seulement au Sénégal, Boubacar Dieng, on l'a vu en France, aux États-Unis. Ouais. Les artistes sont obligés de s'adapter au contexte actuel. Alors, qu'est-ce que ces concerts en ligne rapportent effectivement à ces artistes? Oui, effectivement, Adama, donc ces concerts en ligne apportent énormément aux artistes puisque ce sont des concerts qui se passent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et dès lors, il y a la société qui est là, qui s'appelle la SECAM, qui est la Société des auditeurs et éditeurs de musique qui est fondée en 1851. Et actuellement, ils se sont réaménagés, c'est-à-dire ils sont repensés pour voir comment faire bénéficier aux artistes de cette pandémie-là, puisqu'ils font des concerts en ligne. Nous avons vu l'exemple, comme vous l'avez donné, en Italie. Donc, il y a des artistes qui ont voulu accompagner les personnels soignants en les encourageant, mais aussi en encourageant et accompagnant les confinés qui sont chez eux et qui n'ont rien à faire de toute la journée ou bien de toute la nuit. D'ailleurs, la SECAM, comme je l'ai dit tantôt, a essayé de faire en sorte que les artistes puissent être rémunérés à partir de leurs concerts. Déjà à plus de 1000 vues, vous avez une somme que vous recevez venant de YouTube, de Facebook ou bien de notre réseau social. Une somme non déterminée. Une somme non déterminée. Une somme, c'est déterminé. C'est déterminé selon le timing. Si vous avez joué pendant 5 minutes, donc là c'est 10 €. C'est entre 10 et 76 €. Donc l'unité de valeur, c'est l'euro, puisque ce sont des artistes qui sont en Europe. Mais pour le Sénégal, je ne sais pas encore qu'est-ce qui a été défini pour que nos artistes puissent bénéficier de leurs concerts en ligne. Nous avons vu le face-to-face que les auditeurs ou bien même les internautes ont organisé entre Wally et Youssou Ndour, puisque ça a été un peu rude entre les deux. Chacun a comptabilisé des milliers de vues durant la fête du 31 décembre. Merci beaucoup, Boubacar Dieng. Il est 19h45 que nous devons rendre l'antenne à Oussama Monique-Sagna pour le bulletin d'information. Bonsoir, Oussama, et bon journal. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Bonsoir, Adama. À tout à l'heure pour la suite de la totale. Madame, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup, Oussama. Restez avec nous. La suite, donc, de la totale. Et donc ailleurs à la Gambie, en Gambie voisine, l'unité anti-drogue vient d'opérer une saisie sans précédent. 118 sacs de drogue dure, soit plus de 2 tonnes de cocaïne dissimulée dans une cargaison de sel en provenance de l'Amérique latine. Un suspect de nationalité gambienne a été arrêté, mais le propriétaire de la cargaison est actuellement en fuite. Et voici donc les détails dans cette correspondance de notre correspondant permanent à Banjul, Amadou Bari. Au lendemain de cette saisie record, la cellule anti-drogue de Gambie a organisé une visite pour la presse dans les locaux du port de Banjul pour expliquer les circonstances de l'interception de la cargaison de sel dont un conteneur était chargé de plus de 2 tonnes de cocaïne
en provenance d'Équateur. La marchandise illicite était en transit au port de Banjul et était destinée à être réexportée vers un autre pays, selon le chargé de relations publiques de la Drug Law Enforcement Agency of the Gambia. These are the bags that we suspect to be containing cocaine. And not only suspected, voici les sacs saisis et suspectés de contenir de la drogue dure. La méthode que nous utilisons peut détecter environ 400 substances. L'on prétendait que ces 2 sacs contiennent du sel, mais à bien observer, celui de gauche est plus clair que celui de droite. Cela n'a pas été facile pour nous à détecter à vue d'œil notamment, mais nous avons été très vigilants. La différence, c'est que les sacs contenant la substance illicite étaient mal entreposés. Après test, nous avons remarqué qu'en haut, c'était de la poudre et en bas, ils ont mis du sel. La prise d'une quantité de 118 sacs et 25 kg a été exhibée devant la presse. L'unité antidrogue en a pesé 2 sacs pour déterminer le poids exact de chaque sac contenant la fameuse substance. What I'm going to do is, there, when you are inside the container here, they brought a bag there which was different from the other bag. Nous allons procéder à une démonstration afin de montrer la différence entre les sacs contenant du sel et ceux contenant de cocaïne. Le test confirmera la substance exacte dans chaque sac. Le premier test se révèle négatif. Cela signifie que ce n'est pas une substance suspecte. Nous y avons introduit une substance et cela s'avère positif avec l'indication que vous voyez, cocaïne. Exactly if cocaine is in the bag. It will indicate and it will written cocaine. La presse conviée a suivi en direct les tests. Au bout de quelques minutes, la machine a affiché les résultats. Fouillant les 4 conteneurs, un seul était chargé de drogue dure, une saisie d'une valeur estimée à plus d'1 milliard d'euros, à en croire les autorités compétentes. Un seul suspect contact des expéditeurs a été arrêté selon l'unité antidrogue du pays. Le propriétaire de la cargaison, un franco-gambien, est activement recherché. Alors qu'une chasse à l'homme a été lancée, l'unité de lutte contre la drogue a émis un appel à témoins contre l'individu et rappelle que toute assistance aux mises en cause constitue une infraction pénale. Par ailleurs, la cellule a retracé le trajet de la cargaison de l'Amérique latine via l'Europe vers la Gambie. De l'Équateur au large de la Gambie, la cargaison a transité par le port d'Algeciras en Espagne avant de débarquer au port de Banjul ce 1er janvier. Cette saisie record est inédite dans le plus petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour les autorités, c'est une preuve supplémentaire que la Gambie, à l'instar de ses voisins, si l'on y prend garde, est en voie de devenir une plaque tournante pour les cartels de drogue. A rappelé que cette importante saisie est la 2e en l'espace de 6 mois. Et notre rubrique Tranche de vie se positionne à la place Washington, en centre-ville, pour vous faire découvrir l'homme fort du moment, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. C'est lui qui a donc la charge de faire respecter l'état d'urgence et le couvre-feu actuellement en vigueur à Dakar et à Thiès. À peine arrivé à ce poste, certains opposants demandent son départ du ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome n'est jamais loin de la polémique puisque le magistrat est souvent accusé d'être le bras armé du chef de l'État Macky Sall. Son portrait dans ce magazine signé Oumar Khan. Et sur les éléments objectifs, il est utile de savoir qu'une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant essentiellement sur un système avec 2 déclinaisons de prête-noms. Il faut peut-être l'appeler El Tracor, le tracker. C'est lui, alors agent judiciaire de l'État, qui a mis le grappin sur l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, dans l'affaire de la caisse d'avance. C'est également lui qui a fait passer à la trappe Karim Wade dans le cadre de la traque au bien mal acquis en tant que procureur spécial adjoint à la CREI. L'on nous dit que c'est lui qui a débusqué
les comptes de ce dernier à Monaco, son patrimoine en France ou encore ses assurances au Luxembourg. Pour dire que quand Antoine Diome vous a dans sa ligne de mire, il ne vous rate pas. Derrière son visage d'ange, sa gestuelle courtoise et son verbe posé, se cache un magistrat brillant, pugnace et implacable. L'homme se donne toujours les moyens d'atteindre ses objectifs. Natif de Khombol dans la région de Thiès, c'est dans cette contrée qu'il entame son cursus scolaire. Il obtient son bac au lycée Blaise Diagne de Dakar, après un bref passage au lycée Malick Sy de Thiès. À l'UCAD, il obtient une maîtrise en droit des affaires avant d'intégrer le centre de formation judiciaire et par la suite la prestigieuse École nationale de la magistrature de Paris, où il est formé à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, avec une spécialisation dans la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Une formation qu'il a approfondie aux États-Unis. En 2001, à l'âge de 24 ans, Antoine Félix Diome est substitut du procureur près du tribunal régional de Diourbel. Il y restera 5 ans avant de rallier Dakar pour occuper la même fonction au tribunal régional hors classe de Dakar. L'année suivante, en 2007, il gravit les échelons et devient substitut général à la cour d'appel de Dakar. 4 années plus tard, il est délégué du procureur près du tribunal départemental de Guédiawaye. Il n'y reste qu'une seule année avant de revêtir un manteau qui le révélera aux Sénégalais. Substitut du procureur spécial de la CREI, agent judiciaire de l'État et aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Traquer, il sait faire respecter les règles aussi, il sait faire. Et puis on poursuit nos reportages de circonstances. Cette semaine, c'est l'Épiphanie, une célébration qui commémore la visite des rois mages à Jésus-Christ avec comme présent de l'or, de l'encens et aussi de la myrrhe. La myrrhe, justement, il s'agit d'une plante que l'on côtoie quasiment tous les jours et Kessendour nous en dit plus. Les livres le précisent rarement, mais parmi les cadeaux offerts par les rois mages à Jésus, il y en avait un originaire de notre continent. Et oui, la myrrhe est une résine tirée du balsamier qui pousse traditionnellement en Afrique de l'Est. Cet arbre, connu principalement pour son odeur forte et agréable, possède bien des vertus connues et reconnues des hommes depuis la nuit des temps. Pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur, le balsamier est un petit arbre fruitier tropical que l'on retrouve notamment sur les plateaux éthiopiens ainsi qu'en Somalie, mais également dans la péninsule arabique. Et pour cause, c'est une plante des climats arides. Appartenant à la famille des bourseracées, elle aime les conditions difficiles, le soleil, la chaleur, les sols pauvres, rocailleux et calcaires. Ces fruits comestibles et semblables à des prunes noires sont majoritairement appréciés des populations, mais il faut bien l'avouer, ce ne sont pas eux qui ont fait la réputation de l'arbre. Le balsamier ou arbre à myrrhe, comme on l'appelle aussi, doit sa célébrité avant tout à la sève qui s'écoule spontanément de son écorce papyracée et de ses branches épineuses à la fin de l'été. Cette sève qui forme une gomme liquide durcie à l'air pour former des concrétions brun-rouge pouvant parfois atteindre une masse de plus de 200 grammes. Une substance que nous autres hommes exploitons ensuite par distillation sous forme soit d'huile essentielle, soit de résine. Et pour cause, ce liquide précieux possède des vertus anti-inflammatoires, anti-analgésiques, antioxydantes, expectorantes et anticancéreuses. Autrement dit, elle permet aussi bien de traiter les rhumes, les sinusites et les douleurs que de traiter les plaies, l'acné ou encore les diarrhées. Et son usage phytothérapique n'est pas son seul atout. La résine de l'arbre à myrrhe était et est toujours largement utilisée pour ses senteurs. Proche parent de l'arbre à encens, son origine est pourtant bien plus ancienne. Depuis l'Antiquité, son parfum agréable, camphré et épicé, est utilisé pour l'encensement et l'embaumement. Mais il faut savoir que la forte demande
la difficulté d'augmenter la production ainsi que les contraintes liées au transport ont fait de la myrrhe un produit particulièrement coûteux qui se négociait déjà à l'époque des rois mages au même prix que l'or. Toujours rare aujourd'hui, vous pouvez tout de même, si vous le souhaitez, le cultiver dans votre intérieur sous forme de bonsaï. Alors, Kessen Dour est avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de la myrrhe. Bonsoir Kessen. Bonsoir Adama. Alors, on peut connaître le prix de la myrrhe au Sénégal? Alors effectivement, c'est très très cher, hein, pas seulement au Sénégal, mais tout simplement sur le marché mondial. Il faut savoir qu'il faut compter 296 € pour 100 millilitres, soit à peu près 195 000 francs. C'est vraiment extrêmement cher, mais ne vous inquiétez pas, on l'utilise très souvent dilué ou mélangé à d'autres huiles essentielles. Donc par conséquent, il suffit d'en acheter parfois 5 millilitres en très petite quantité, ou alors de l'acheter tout simplement déjà préparé avec d'autres produits. Et parlons justement d'utilisation, comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, on la trouve en teinture, mais également sous forme d'huile essentielle. C'est les deux manières les plus répandues, en tout cas, dans l'utilisation que l'on en fait pour nous. Si c'est pour l'encens, dans ces cas-là, on utilise la résine plus souvent en elle-même, et dans ces cas-là, on la fait brûler. On en retrouve dans le churai qu'on fait brûler dans nos maisons, souvent en très petite quantité, parce que l'odeur est encore une fois très forte, hein, même si c'est très cher. On n'en a pas besoin d'une grosse quantité. C'est connu depuis la nuit des temps de toutes les bonnes ménagères, je dirais. Et pour ce qui est de notre utilisation, souvent à des fins médicinales, on l'utilise dilué. Il suffit par exemple de 2-3 gouttes dans 30 millilitres d'eau tiède pour traiter les différentes infections de la bouche. Et donc, encore une fois, il ne faut pas de très grandes quantités. Il faut savoir qu'on l'utilise donc à la fois chez nous, mais également au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et en Arabie Saoudite comme anti-inflammatoire ou anti-rhumatisme. Dans ces cas-là, on l'applique plus généralement sur la peau. On l'utilise en Chine dans les médicaments. On le sait, leur médecine traditionnelle est restée très présente. Et c'est vrai qu'on y retrouve très souvent de la myrrhe mélangée à d'autres plantes. Il y a les États-Unis également qui l'ont incorporée cette fois-ci à toute leur industrie pharmaceutique. Et en Europe et notamment en Allemagne, on l'utilise encore une fois pour les infections de la bouche, souvent dans les poudres dentaires ou tout simplement dans les pâtes de dentifrice diluées à hauteur à peu près de 10%. Ça a l'air miraculeux tout ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors oui, déjà il faut faire très attention. Encore une fois, c'est extrêmement concentré. Donc par voie interne, c'est-à-dire quand on l'ingurgite, quand on l'avale, donc je vous parlais de la médecine, il ne faut pas dépasser 2 grammes par jour. Auquel cas, on prend le risque d'irriter à la fois ses fonctions rénales, mais également de se créer des dysfonctionnements de l'œsophage et donc une diarrhée. Et également, il faut éviter de l'utiliser lorsque l'on est enceinte, tout simplement pourquoi? Parce qu'il stimule l'utérus de la femme et donc a tendance à avoir un effet abortif. Autrement dit, de créer, de provoquer un avortement. Donc dans ces cas-là, on évite de l'utiliser ou en tout cas de le préconiser chez les femmes et surtout ne pas, c'est comme pour tout ce qui est huiles essentielles, hein, c'est très à la mode en ce moment un petit peu partout dans le monde. On peut revenir à des choses plus traditionnelles, plus naturelles, mais encore une fois, il ne faut pas dépasser les doses prescrites ou les doses recommandées. Bon à savoir. Merci beaucoup Kessen Dour. Une autre plante à découvrir dans une semaine? Oui, on espère qu'une fois que ces congés-là seront terminés, ça y est, les fêtes sont passées, que tout le monde reprendra du service dans nos différents jardins botaniques. Merci beaucoup. Rendez-vous dans une semaine. Allez, on poursuit avec la dernière partie de la Totale le dimanche. Bonne semaine avec Nancy Diouf. On se prépare pour demain, lundi, une nouvelle semaine donc. D'autres astuces et conseils de Nancy Diouf. Bonsoir Nancy. Bonsoir Anouchka et bonsoir aussi à vous chers téléspectateurs. Une nouvelle semaine, nous y sommes dans quelques heures, occasion pour nous de vous donner quelques conseils utiles qui pourront aussi vous permettre de gérer votre semaine en toute sérénité. Alors, pour ce dimanche, nous avons comme invité Shams Aïdara, qui est PDG d'une entreprise en matière de sécurité, mais aussi de formation au premier secours. Alors, comment arrive-t-il à gérer
tout ce travail dans la semaine. Regardons ensemble. Gérer ma semaine, gérer mon planning, c'est pas chose facile. Mais bon, comme j'ai un concept qui est très facile, c'est que le jour est égal à 24 heures. Donc 24 heures, vous divisez en 3, ça fait 8 heures, 8 heures, 3 fois 24. Donc il faut 8 heures de semaine et 8 heures consacrées totalement dans le cadre du travail et les autres 8 heures consacrées au niveau de la famille et on va dire entre guillemets la retraite spirituelle. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, on est des musulmans, des croyants aussi. Et j'ai l'habitude tous les dimanches aussi de faire une sorte de rétrospection, réfléchir sur la semaine, qu'est-ce que j'ai fait, qui a mangé, ce qui n'a pas mangé. L'organisation, mais surtout la zen attitude. Des astuces très importantes pour pouvoir passer une bonne semaine. C'est d'ailleurs ce que nous recommande notre invité. Zen attitude. D'avoir vraiment zen attitude, c'est-à-dire positiver les choses. Voilà, quoi qu'il arrive, faut consommer par l'esprit et non par le cœur. L'esprit, c'est la raison. On analyse, on expérimente et on avance. Le cœur, c'est synonyme d'émotion. Donc, et quand on parle d'émotion, il y a toujours les stress qui arrivent et tout ça. Moi, personnellement, ce que je conseille à tout le monde, c'est tout simplement d'avoir cette attitude, de se mettre en marche des choses, d'analyser et de vivre avec. Parce que dans la vie, c'est comme les 5 doigts. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est positif, des jours où c'est négatif. Mais quoi que Et excusez-nous pour la qualité de cet élément. C'est donc les conseils de reprise de Nancy Diouf dans la totale dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. On se retrouve dans une semaine. Mais à 21h sur ITV, vous aurez Best of Gam Gamle avec Ella Jingendiagne. Et à partir de 22h, votre émission sportive Omnisport. Au revoir.